Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur d'introduire notre présentation qui sera à 3 voix aujourd'hui avec Xavier Marais, gérant de Sol Paysage, et Étienne Lénac de l'agence Lambert Lénac. Donc, nous, on va vous présenter l'avancement de nos travaux donc, effectivement, qui portent sur le thème de la trame brune. Donc, comment intégrer cette trame brune et la biodiversité lombricienne dans l'ensemble du processus d'aménagement urbain. Donc, ce qui était original sur ce projet-là, c'est qu'il y avait quasiment tout à faire. Quand on a proposé le projet fin 2020, j'avais commencé à poser quelques bases avec mes travaux de thèse, mais finalement, il y avait encore beaucoup de choses déjà conceptuelles à établir. Et la première étape, comme disait Philippe juste avant, c'est poser une définition. Donc, comme toute trame, finalement, on pourrait caler sur la trame des sols qu'elle se composerait, comme à l'image de la trame verte et bleue, à la fois de réservoirs et de corridors donc, pédologiques qui permettent d'assurer la continuité écologique dans les sols, donc ça permettre le flux de gènes entre différents réservoirs, mais au service d'espèces, cette fois-ci, vivant continuellement dans le sol. On va comprendre avec la slide juste après, effectivement, que l'intérêt de la trame brune, la complémentarité d'une trame brune par rapport à une trame verte, c'est par ses usagers. On se demandait effectivement pourquoi faire une trame brune. Si on s'intéresse aux différents organismes du sol, ils habitent dans le sol à différentes échelles, des tout petits micro-organismes jusqu'à la macrofaune. Et parmi les espèces qui pourraient être intéressées et qui sont des utilisateurs potentiels contraints de la trame brune, il y a à la fois les organismes de la mésofaune et la macrofaune plus élevés, et chacun ont des cycles de vie plus ou moins, ils passent l'intégralité plus ou moins de tout leur cycle de vie dans le sol. À ça s'ajoutent leurs différentes capacités de déplacement. Effectivement, si on essaie de classer un petit peu tous ces organismes qui sont soit peu contraints par la trame brune parce qu'ils peuvent se déplacer avec des pattes ou des ailes, ou de plus en plus contraints quand on remonte dans le tableau avec les espèces dites géobiontes qui passent vraiment tout le cycle de vie dans le sol et qui en plus de ça disposent de peu de moyens de déplacement actifs, soit uniquement une solde de reptation, comme les escargots, les limaces, soit des petites pattes, ou soit des soies. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est de sélectionner parmi cette action un taxon qui soit représentatif d'une complexité de déplacement au sein d'un milieu qui pourrait être très fragmenté. Donc pour ça, on a choisi le ver de terre, donc les lombriciens, également pour plusieurs raisons complémentaires. C'est quand même un organisme extrêmement bien représenté sur Terre, première biomasse animale terrestre en zone tempérée. Et son intérêt aussi, c'est qu'il s'agit d'une espèce clé de voûte, ingénieure des écosystèmes, qui va vraiment modifier profondément le sol en le structurant, en créant de la porosité, en réajustant les agrégats. Ce qui fait que c'est une espèce clé de voûte qui va impacter beaucoup d'autres espèces par répercussion. Elle modifie donc les propriétés du sol, les fonctions et donc les services écosystémiques associés. Ce qui fait aussi un point intéressant sur les lombriciens, c'est que c'est un outil pédagogique de sensibilisation fort. Tout le monde connaît le ver de terre, tout le monde a déjà eu une expérience sensible ou des souvenirs avec ces organismes-là. Donc ça, c'était la première question. Déjà, une définition. Pour quels organismes est-il intéressant d'avoir une trame brune ? Et la deuxième problématique de notre projet, c'était comment justement cette trame brune urbaine conditionnerait-elle les communautés lombriciennes. Donc sur le travail conceptuel, c'était d'identifier les facteurs clés qui impacteraient cette trame brune. Et finalement, dans le milieu urbain, il y a vraiment deux choses qu'on a su extraire de nos travaux. C'est l'impact de l'anthropisation des sols, c'est-à-dire tous les impacts de modification par l'homme sur les sols, par des processus de modification, de perturbations physiques, chimiques, qui impactent directement la notion d'habitabilité, c'est-à-dire la capacité de l'habitat à accueillir une biodiversité élevée. Ça, c'est le premier facteur. Et en ville, on a donc une grande diversité d'impacts anthropiques, que ce soit, par exemple, dans les formes pavillonnaires, on aura des impacts sur le sol différents que dans les espaces de grands ensembles ou encore sous des parkings. On a comme ça une grande diversité d'impacts au sol.
À ça s'ajoute le phénomène de fragmentation, effectivement, qui divise, qui modifie la continuité écologique au sein des villes. Là encore, une grande diversité de barrières anthropiques, plus ou moins facilement franchissables par les organismes du sol, en particulier les vers de terre, comme les barrières, les murs, les routes ou encore le bâti. Donc sur la base de ces deux facteurs, on identifie en fait des habitats très favorables et continus qui constitueraient finalement les réservoirs potentiels les plus favorables pour les communautés lombriciennes, qui recenseraient l'ensemble des facteurs les plus adéquats pour que tous les vers de terre soient présents, un sol épais avec un couvert végétal, une texture limoneuse, de la matière organique et l'absence de barrières anthropiques. Et à l'inverse, l'habitat le plus défavorable serait très discontinu, avec un sol par exemple superficiel, compacté, un sol nu et un niveau de fragmentation très élevé. Il existerait entre un ensemble d'intermédiaires qui pourraient quant à eux potentiellement constituer des corridors potentiels. Et donc, sur la base de ces deux concepts qui se croisent, on aurait un impact direct en fait, sur l'assemblage des communautés, c'est-à-dire l'abondance des vers de terre, leur diversité, leur richesse. Et cette dégradation des deux facteurs, à la fois de continuité et habitabilité, engendrerait donc une dégradation des assemblages de communautés. Donc c'est ce qu'on a essayé de voir dans nos études. Et pour rapporter à la question clé que rappelait Philippe, c'est justement comment ces formes urbaines-là conditionneraient-elles les propriétés de la trame brune, à savoir comment les différentes formes urbaines impactent l'habitabilité du sol et également la continuité des sols. Et par conséquent, comment sont impactées les communautés lombriciennes. Donc les prérequis pour répondre à cette question, c'était d'identifier un secteur d'études avec des sols quand même a priori favorables aux vers de terre pour être sûr qu'on en trouve et tester nos hypothèses. Mais on avait besoin également d'annuler les facteurs âge d'urbanisation et type de sol. Donc on s'est concentré sur des aménagements où potentiellement il y aurait déjà une résilience importante, donc des aménagements de plus de 30 ans. Et localisé sur un secteur pédoclimatique homogène, donc, à savoir le plateau de Saclay, dans la commune de Palaiseau. Donc je reprends très brièvement les résultats qui ont fait l'objet d'un séminaire complet en avril dernier. On a donc identifié sur nos sols une abondance et des richesses très élevées comparables à des sols de référence locaux non urbains. Donc ça, c'était quand même un premier résultat assez fort. Et en particulier, aucun impact significatif des différentes formes urbaines sur les communautés lombriciennes. On a donc conclu à une bonne résilience des communautés et au fait que cette habitabilité dont je vous parlais a constitué vraiment un facteur clé de la résilience, à savoir que tous les sols finalement qu'on avait étudiés correspondaient avec des critères favorables aux vers de terre, des sols plutôt profonds avec de la matière organique et une texture qui leur convenait bien. Cependant, notre emprise territoriale reste assez limitée sur ce premier travail de trame biosol. Il resterait beaucoup de situations complémentaires à explorer pour valider nos hypothèses, comme d'autres contextes pédoclimatiques et urbanistiques, ainsi que peut-être pousser des études approfondies des impacts des barrières anthropiques. Et pour ça, on a des projets en parallèle qui nous permettent de commencer à réfléchir à la suite directe de trame biosol. Donc je laisse la place à Monsieur Marié pour la suite. Oui, merci beaucoup, Jeanne. C'était très clair. Comme toujours, bravo. Oui, alors, notre question en relation aux enjeux de l'urbanisme, c'est, en fait, est-ce que ce concept de trame brune peut être appropriable pour les acteurs de l'aménagement urbain? Autrement dit, comment les convaincre, en fait, ces acteurs de l'utilité de la prise en compte d'une trame brune. Alors, notre argumentaire, on va dire, qui résulte d'un dire d'expert, partagé néanmoins avec les différents acteurs, c'est d'abord comprendre l'enjeu à toutes les étapes de l'aménagement, de préserver, voire de rétablir, on parlait de désartificialisation des sols, des niveaux d'habilité élevés en ville pour que l'ensemble des organismes qui forment la biodiversité des sols puissent habiter là, c'est-à-dire partager leur habitat, le sol vivant, avec l'habitat des humains, c'est-à-dire nos quartiers, nos infrastructures, etc.
Et d'autre part, donc, il faudra, dans la forme urbaine, limiter les éléments fragmentants de ce qu'on pourrait appeler le paysage pédologique de nos villes et de nos périphéries. Donc pourquoi ça? Parce qu'en fait, le sol, c'est une des clés majeures pour la biodiversité dans ses différentes échelles, et aussi, par voie, on va dire, de co-bénéfice, le fait de faire en sorte que les sols soient vivables et fonctionnels pour le vivant renvoie à un haut niveau de multifonctionnalité des sols en milieu urbain. Ensuite, l'idée, c'est que si les sols sont habitables et fertiles, eh bien, on va pouvoir adresser un autre objectif qui est celui du potentiel de croissance du végétal et notamment des arbres en ville, mais aussi de durabilité, de facilité de gestion des espaces verts. Et enfin, donc, l'aboutissement de cette démarche, c'est aussi d'apporter une solution d'adaptation au changement climatique en rendant les villes plus fraîches et de façon à ce que la ville soit plus vivable. Donc en fait, notre conclusion, un peu prosélyte, je l'avoue, mais c'est un message clair, c'est-à-dire de l'habitabilité des sols pour les vers de terre dans nos villes et aussi tous les organismes du sol, dépend notre propre habitabilité dans ces mêmes villes en tant qu'humains, et aussi la biodiversité des sols renvoie à tout un autre cortège de trames vertes et de trames bleues, sur en fait la possibilité de rendre habitables les autres espèces de l'écosystème dans les interactions dont parlait très bien Philippe dans son introduction. Donc en fait, le concept de trame brune devient un levier pour parvenir à ces objectifs. Alors comment développer ce levier? On a étudié dans un premier temps l'échelle de la planification au sens d'un système d'évitement, de réduction ou de compensation d'impact à l'échelle territoriale, et on a réuni dans un séminaire en juin dernier un certain nombre de groupes d'acteurs pour traiter de ce sujet, élus, urbanistes, territoriaux principalement. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort qu'on ne peut pas travailler sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la première chose, c'est connaître par un diagnostic biopédologique territorial les sols et les activités de la biodiversité de ces sols à l'échelle territoriale. Donc il faudra définir par là même des zones à enjeu en relation à ce degré d'habitabilité. Ça pourra être porté à connaissance des élus et des techniciens en charge de la mise en place d'un PLU par des engagements, des objectifs détaillés à travers le plan d'aménagement et de développement durable, sujet stratégique donc, et ensuite de décliner cette stratégie par des opérations de zonage et de règlement qui définiront des règles spécifiques, pourront s'inscrire dans des OAP, c'est-à-dire des orientations d'aménagement et programmation, soit sectorielles, soit thématiques, avec des indicateurs qui restent à envisager. Aujourd'hui, on va dire, le plus simplement admis, c'est celui de pleine terre. Il est un peu encore imprécis, et nous verrons comment l'enrichir. Et ensuite, dans l'application d'un règlement établi dans le PLU, eh bien, il y aura des instructions réglementaires, des projets d'aménagement, des permis de construire, des permis d'aménagement, et il faudra là affiner nos indicateurs de contrôle de l'objectif. Qu'en est-il maintenant sur le segment aménagement? Donc on est plutôt sur une démarche là après d'évitement, de réduction, voire de compensation en relation à un projet. Je vous passe les différentes étapes, mais nous travaillons encore sur ce groupe d'acteurs dans un travail, un petit effort continu et récurrent pour aboutir en fait à un schéma aussi d'action concrète possible. On revient en étude préalable des périmètres d'aménagement sur la nécessité d'un diagnostic biopédologique avec sa cartographie, son échelle, avec des scores possibles d'habilité dans l'emprise projet de façon à développer la démarche ERC. Donc à partir de là, si on a ce porté à connaissance en amont, eh bien, on pourra engager des programmations et des stratégies d'aménagement à travers des arbres de décision dès le départ, c'est-à-dire dans le contrat de concession fait à l'aménageur
par délégation la plupart du temps d'une collectivité. Et ces définitions d'objectifs vont suivre l'ensemble de la chaîne de valeur ensuite, notamment dans les phases de conception, avec des modèles de sol urbain à haut niveau d'habitabilité et de fonctionnalité, avec des cartographies embarquées dans la démarche de projet. Et puis, bien sûr, en termes de réalisation, comme tout travail de maîtrise d'œuvre, il y aura le contrôle et l'organisation des travaux pour aboutir à ce résultat. On pourra engager des CCTP, des cahiers des clauses techniques particulières de travaux, etc., avec des indicateurs de contrôle efficaces. Et enfin, en exploitation, quand une fois l'ouvrage réalisé, il est remis au futur gestionnaire, eh bien, il y a tout à fait la possibilité de préconiser des modes de gestion, d'évaluer dans la temporalité écologique ces mêmes indicateurs définis très en amont, vous l'avez vu, y compris à l'échelle territoriale. Je vais transmettre la parole à Étienne Lénac. Merci. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc ce qu'on a compris après l'étude qu'on a menée sur le territoire de Palaiseau, c'est que finalement, dans un milieu pédologique qu'on pourrait qualifier de favorable, on constate avec bonheur que la résilience de la biodiversité des sols est assez bonne. Le temps suffit d'une certaine façon à ce que les communautés se rétablissent, et que finalement le travail à mener consiste plutôt à ensemencer, profiter de réservoirs pour essayer de les diriger dans des secteurs où l'anthropisation, la fragmentation est très forte, pour essayer de profiter de ces communautés afin d'améliorer la croissance des végétaux et d'accompagner, d'apporter tous les profits de la biodiversité. Donc, pour réfléchir à cette dimension de l'aménagement, on commence à réfléchir à comment reconstituer ou constituer des corridors écologiques souterrains. Donc, pour ce faire, on a imaginé on a ce petit document qui est une sorte d'échantillon générique de formes urbaines assez variées, avec, si je vais de droite à gauche, donc un réservoir de type ENAF, donc un espace naturel, agricole ou forestier, en tout cas un réservoir consistant, une zone d'activité entièrement minéralisée, une friche qui est, on va dire, un reliquat de zone d'activité, ensuite un tissu mixte d'habitat existant, et enfin à nouveau un parc urbain. Donc vous aurez compris que c'est une sorte de palette fictive, mais qui est assez représentative d'un milieu métropolitain comme on le connaît. Ensuite, je veux bien que tu passes. Donc pour faire assez vite, donc, il y a évidemment des techniques de désartificialisation, de réouverture du sol, puisque ce qu'on recherche au fond, c'est de l'eau, de la matière organique et une ventilation des sols qui sont quand ils sont emprisonnés sous des dalles et a fortiori sous des bâtiments. Évidemment, il n'y a plus aucune espèce qui puisse, ou à part peut-être certaines bactéries, mais qui puissent s'en sortir. Donc, dans cette perspective-là, on va vous proposer quelques ébauches, je dirais, de solutions qui pourraient intervenir à la fois sur des voiries. Donc, on a 3 cas qu'on va vous montrer rapidement. L'idée de franchir une voirie de 7 mètres, qui est une voirie assez étroite, avec pour souci de proposer des solutions, je dirais, vraisemblables, réalistes, peu coûteuses, techniquement simples et donc, je dirais, économiquement soutenables. Donc, très simplement, on pourrait imaginer ponctuellement des passages sous une voirie, sous une structure de voirie assez générique, avec le passage d'un drain qui pourrait être tout simplement un tuyau flexible perforé, qui permettrait 2 choses. Donc déjà de réaliser un passage souterrain très peu coûteux, et au-delà de ça, de favoriser, de rediriger des eaux pluviales sous la structure de la voirie, afin de reconstituer donc sous cette voirie un terrain
je dirais, où la mobilité des lombriciens puisse se faire. Donc voilà, en gros, de l'eau et de l'air sous les voies. Donc après, le travail de densité sur le rythme de ces ouvrages serait évidemment à préciser. Une autre disposition assez simple, elle aussi, pour des constructions nouvelles, consisterait à privilégier des constructions de bâtiments sur terre-plein, pour travailler sur des fondations plutôt ponctuelles, afin que la biodiversité également aérienne, c'est-à-dire que des petits mammifères, des insectes, tout le monde pourrait évidemment profiter de ce passage, mais également dans le souterrain, donc toujours le même principe, réussir à ventiler et à humecter le terrain sous les bâtiments. Et une disposition qui pourrait également intervenir quand on a un bâtiment qui est sur un parking. Alors cette coupe-là, elle est évidemment un peu plus coûteuse que la coupe, je dirais, ordinaire qui consiste à poser, on vient dédoubler une dalle de couverture, mais elle pourrait intervenir assez ponctuellement. On n'est pas obligé de généraliser cette coupe, mais ça permettrait d'organiser ces passages. Merci beaucoup, Étienne, pour ces ébauches de solutions pratico-pratiques sur la forme urbaine, avec comme ça un vocabulaire lié aux infrastructures et lié au bâti qui reste à inventer devant nous par différents projets. Voilà, donc nous concluons juste sur le fait qu'on a Tram Biosol nous a vraiment permis, et on en remercie le conseil scientifique, les financeurs, le PUCA notamment, à définir plus précisément ce qu'on entendait de façon assez intuitive par trame brune urbaine. On a vraiment des outils urbanistiques à notre portée, c'est-à-dire le cadre du droit et de l'opérationnalité réglementaire nous permettra en fait de développer des démarches conformes à des modèles existants, mais il faut amplifier la valeur sur ces enjeux de trame brune, à nous d'être convaincants, à nous tous, j'entends, pour défendre des stratégies de biodiversité incluant le sol. Et puis, donc, évidemment, la trame verte et bleue étant devenue, en termes d'urbanisme, un document opposable et obligatoire, eh bien, la relation entre trame brune et trame verte et bleue méritera d'être approfondie. Voilà, donc on pense qu'on a plein de conquêtes à développer à partir de ce tram biosol grâce au programme BAUM du PUCA. Et on est à votre écoute si vous avez quelques questions. Merci de votre attention. Merci.